Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243. Vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne pour rester à la une de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une petite accalmie est observée sur les lignes des fronts après d'intenses combats entre les FARDC et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda à Luonga, à une dizaine de kilomètres de la cité d'Essaké, où des populations se sont déplacées, craignant pour leur sécurité. Saké, c'est en ce moment le dernier verrou de la ville de Goma. Les forces armées de la RDC tiennent à sécuriser cette cité et aussi récupérer toutes les autres localités occupées en ce moment par le M23. Nous allons en parler dans Critique Actu avec notre invité du jour que vous allez découvrir dans un instant. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Voilà, nous allons parler de la situation qui prévaut dans le territoire de Massissi, mais également en Rutshuru. Nous allons également survoler d'autres questions d'actualité avec l'honorable Prince Kiangi. Il est député provincial élu du territoire de Walikale en province du Nord Kivu. Bonjour Monsieur Prince Kiangi, bienvenue. Bien, merci de m'avoir invité, d'accepter de m'accueillir dans votre studio que j'apprécie et j'encourage l'initiative. Parce qu'évidemment, nous avons besoin de jeunes entrepreneurs. Nous apprenons l'entrepreneuriat et quand autour des initiatives pareilles, en tout cas, nous ne pouvons que vous encourager, vous féliciter pour ça. Merci, honorable. La province du Nord Kivu, en ces moments, vit en tout cas une situation très préoccupante avec la menace qui avance vers la ville de Goma. Vous, comme élu du peuple, vous avez quelle lecture en ce moment de la situation ? Oui, je voudrais tout d'abord commencer par présenter mes compassions à toutes ces populations victimes parce que depuis Bunagana jusqu'à proche de Saké, c'est autant de milliers de personnes qui sont victimes, qui subissent les affres de la guerre. Il y a des violations de droits qui se commettent, il y a des situations de viol, de vol de biens des citoyens. Donc, beaucoup d'affres, beaucoup de cas de violation des droits humains que nous sommes en train de dénoncer depuis tous ces parcours du M23, depuis que ça a été dénoncé. Que donc, j'étends ma main de compassion à toutes ces populations qui sont victimes de cette situation. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une situation qui n'honore pas la République. Voir qu'un groupe rebelle, des terroristes qualifiés comme par le gouvernement congolais, appuyés par des voisins qui, voilà, autant de mois après, nous avons su qu'ils étaient à Bunagana, mais on peut se poser des questions depuis qu'ils ont été à Bunagana 3 mois durant. Quelles dispositions nous avons prises pour nous dire que l'ennemi est là et que c'est probable que dans les jours à venir puisse nous attaquer jusque dans le fond. Aujourd'hui, c'est autour de 8 mois déjà que nous allons compter, depuis qu'ils sont à Bunagana. Quitter Bunagana, arriver jusqu'à Kichanga, prendre Kichanga et maintenant proche de Saké, pour ne pas dire proche de Goma. Je crois que ça doit interpeller la conscience des dirigeants, des responsables congolais, parce qu'il y a des dispositions que nous devrions prendre depuis que nous avons appris que Bunagana était entre les mains du M23, mais que voilà que jusqu'ici, et si chaque fois on doit nous dire c'est un repli stratégique, que donc c'est un repli stratégique de Bunagana jusqu'à proche de Saké. Oui. Que donc c'est regrettable et je crois que c'est condamnable. Mais ce qu'il faut dire, c'est de demander au peuple congolais de soutenir vos armées de la République parce que nous n'avons que ça comme armée et nous avons l'obligation de soutenir et l'armée et le gouvernement congolais, voir dans quelle mesure on peut bouter dehors cet ennemi qui fait mal au peuple congolais. Alors, les responsabilités sont partagées, il n'y a pas que l'option militaire. Qu'est-ce que vous pensez du processus de paix de Nairobi ou alors de la démarche des chefs d'État de l'EAC parce qu'ils venaient de se tenir à Bujumbura à un sommet et qui a réuni les chefs d'État de l'EAC et qui a demandé après un communiqué au M23 de se retirer. Mais à chaque fois qu'on demande au M23 de se retirer, il progresse et il prend encore d'autres localités. Est-ce que vous gardez toujours la foi en des démarches régionales ou encore sous-régionales? Vous devez savoir que si même nous sommes arrivés à un tel processus, c'est parce que sur le terrain, il a été constaté que nous ne sommes pas aussi efficaces. D'autres pays qui s'organisent, qui se sont organisés avant que des situations pareilles ne puissent arriver, ne prennent pas l'initiative vite d'aller au dialogue. Je sais qu'à plusieurs reprises, par exemple, on a demandé à l'Ukraine
de se mettre autour d'une table avec la Russie, mais l'Ukraine s'est dit non, nous allons combattre. On a demandé à la Russie de se mettre autour d'une table et discuter avec l'Ukraine pour pouvoir trouver des solutions pacifiques. La Russie n'a pas été d'accord. Évidemment, c'est parce que lorsqu'on est bien préparé, bien organisé, bien outillé, bien équipé, on ne court pas vite vers le dialogue parce qu'on s'est dit j'ai l'obligation de protéger toutes mes limites et si vous en avez les moyens, vous en avez les possibilités, vous êtes déjà bien organisé, vous n'avez pas du temps à perdre de faire l'Angola, aller au Kenya, aller au Burundi. C'est parce qu'on sait ça que nous ne sommes pas encore préparés, nous ne sommes pas encore prêts pour assumer cette responsabilité et finalement nous allons demander que la communauté internationale puisse nous accompagner, puisse nous assister, évidemment. Mais là, nous sommes devant un fait accompli. Nous sommes devant un fait accompli. Ouais. Et tout ce qui s'est dit, que ce soit en Angola, Luanda, que ce soit à Bujumbura, que ce soit à Nairobi, tout ça, c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts. Mais sinon, aucun État à travers le monde ne peut refuser à un autre État d'assurer la sécurité de ses populations et des limites nationales. Que donc, aucun État ne nous empêche, ne nous oblige à ne pas combattre pour sécuriser nos limites. Mais c'est parce qu'il y a une certaine faiblesse qui est constatée et qui nous oblige à faire le tour du monde. Mais quand est-ce que nous serons prêts, honorable? Vous pensez qu'il n'est pas le bon moment actuellement d'être prêt pour vaincre cette guerre? En pleine guerre, on ne peut pas s'organiser contre la guerre. En pleine guerre. Donc là, il faudra dialoguer alors. C'est ça ce qui s'est dit. Mais comment dialoguer? C'est ça aussi la grande problématique. Et avec qui? Et quand l'idée est soulevée pour dire qu'il faut dialoguer, vite le peuple congolais semble ne pas être d'accord avec toute idée de dialogue. Parce que nous avons connu des situations pareilles. Depuis pratiquement 2004, on est dans ce processus. Et quels sont les résultats de tous les dialogues qu'il y a eu? Les conclusions, les résultats, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et si réellement il y a eu un seul dialogue qui a tenu et qui a apporté de bons résultat, c'est qu'aujourd'hui, on ne retomberait plus dans la situation actuelle. Mais c'est parce qu'il y a eu des dialogues, mais lesquels dialogues n'ont pas apporté solution. Et si on était conscient et responsable de ce que nous avons comme responsabilité, c'est qu'on allait se préparer bien avant. Mais malheureusement, comme vous le dites, devant un fait accompli, on s'est dit, on fait quoi? Est-ce qu'il fallait prier? On prie, oui, mais ça ne suffit pas. Dieu vous a donné l'intelligence de vous organiser. Il vous a donné surtout, comme la République démocratique du Congo, un pays hautement riche. Mais qu'est-ce qui nous manque pour être bien organisé, bien structuré et se préparer contre toute éventualité? Parce que celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais comment est-ce que pendant tous ces temps, pour ne parler que de ces 4 ans, on n'a pas été en mesure de se préparer pour dire que nous avons toujours des voisins qui convoitent notre pays et qu'à chaque instant, ils seront toujours tentés de vouloir pénétrer nos limites. Mais pourquoi on ne s'est pas préparé? C'est une grande responsabilité qui incombe au pouvoir en place. Alors vous avez essayé un peu de faire une dualité entre la force militaire et la force diplomatique. Mais en ce moment, si on se met d'accord avec vous que la RDC ne dispose pas d'une force dissuasive sur le plan militaire, capable à s'imposer face à un ennemi, elle a fait maintenant recours à une organisation régionale qui est l'EAC. Cette organisation a déployé une force régionale militaire, mais laquelle est contestée par la population, faute des résultats sur le terrain. La force n'est plus offensive, elle devient comme une force diplomatique, pourtant bien en armée. Quel est votre positionnement face à toutes ces contestations de l'EAC, de la force de l'EAC? Quand vous arrivez à la gestion de la chose publique, vous devez partir de l'expérience que vous avez connue dans ces pays. Par le passé, nous avons été avec feu de mémoire Laurent Désiré Kabila, et lui, pour vaincre, il a fait recours à certains pays qui sont venus en appui, en fait, à la rescousse de la République démocratique du Congo pour faire face à tous les ennemis. Et avec ces partenariats, avec cette collaboration avec ces pays-là bien connus aujourd'hui, il a été en mesure de faire face à toutes ces menaces-là. Mais on n'a pas rompu avec cette collaboration, avec ces pays-là. Mais pourquoi ne pas aller rencontrer encore, parler avec ces pays-là, qui nous connaissent bien et qui savent nos problèmes, où est-ce qu'ils sont situés? Mais vite, vous allez voir les amis ou des pays qui sont cités parmi les pays agresseurs, qui sont considérés comme des agresseurs du pays. Que donc, tous ces contacts, toutes ces bonnes relations, cette diplomatie, entre guillemets, je ne pense pas, en tout cas je ne suis pas un prophète de malheur, je ne pense pas que cette diplomatie avec les pays considérés comme des agresseurs va nous apporter de bons résultats. Or, comme un pays riche, il y a toujours d'autres pays à travers le monde qui sont prêts à pouvoir nous appuyer.
Et en contrepartie, tout ce que nous avons ici, parce que, comme on dit, la paix n'a pas de prix. Que donc tout ce que nous avons comme richesse, nous pouvons mettre une partie à la disposition de ces pays-là, parce qu'ils ne viendront pas pour rien. Nous pouvons nous convenir avec ces pays-là que venez nous aider, bouter dehors l'ennemi, et en contrepartie, voilà ce que vous allez devoir gagner. C'est simple, s'il y a une belle diplomatie pour l'avenir démocratique du Congo. Vous pensez qu'il est temps que cette force régionale de l'EAC transforme sa mission ou alors puisse partir? En tout cas, je ne vois pas vraiment l'utilité de cette force. J'ai vu le responsable quand il est arrivé, le commandant, il a tenu parole, il a dit, mais bon, écoutez, si le M23 ne respecte pas les engagements pris à Luanda, nous serons en face du M23. Il y avait même un ultimatum. À la force. Ouais. Ils ont donné un ultimatum. Ouais. Mais l'ultimatum a été épuisé, dépassé. Depuis le 15 décembre 2022. Rien n'a été fait. Ils sont à Kibumba, aujourd'hui dans la zone de Rumangabo. Et j'apprends que ils se déploient jusque dans le Kisangani, dans la province de la Chopo. Mais ils arrivent jusque là. Mais pour quel objectif? Pour quel objectif? Est-ce que déjà aujourd'hui nous avons des rebelles ou des terroristes du côté de Walikale, parce que c'est Walikale qui est à la limite avec la Chopo? Est-ce qu'il est signalé la présence des rebelles à ce côté-là? Non, je ne pense pas. Mais pourquoi laisser là où ça fait mal et vous allez vite là où il ne se pose pas de problème? Que donc je suis en train de comprendre malheureusement que nous n'avons pas les mêmes objectifs avec cette force-là. Et je ne vois pas personnellement l'utilité de la présence de cette force ici, parce que si réellement cette force venait pour nous aider, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Honorable, il y a aussi un aspect économique de cette guerre. Nous avons appris des sources sûres que le M23 est en train de déborder vers Karouba pour aller couper la route Masisi-Goma, envie de déborder vers Rubaya, qui est une cité minière abandonnée actuellement par la plupart de sa population. Est-ce que vous pensez que la casquette économique de cette guerre est en train de peser sur la situation actuellement? Évidemment, mais depuis 2006, les chefs d'État de la région se sont retrouvés en Zambie, à Lusaka, et ils ont signé un protocole d'accord de lutte contre l'exploitation illégale de minerais dans la région. Et tous ces chefs d'État ont reconnu dans ce protocole-là que les minéraux ou les ressources naturelles de la région étaient à la base de la création, de l'alimentation et de l'aggravation des conflits dans la région. Ça, c'est connu. C'est connu depuis 2006. Et donc, s'il y a des situations pareilles, en tout cas, l'aspect économique joue un rôle prépondérant. Et beaucoup de groupes armés que vous connaissez, la plupart de ces groupes armés se retrouvent dans des zones minières, principalement dans des zones minières. Et en contrepartie, on amène des armes, des munitions, et les groupes armés donnent des minéraux. Que donc l'aspect économique pèse lourdement dans le conflit qu'il y a. Si le M23 aujourd'hui peut être vite tenté de croire qu'il faut aller jusqu'à Rubaya, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on sait que si on a le contrôle de Rubaya, on sait approvisionner les hommes en armes et en munitions à la suite de ce qu'on va devoir exploiter sur le site de Rubaya. Et partout là où ils sont passés, il y a des sites. Il y a des sites miniers, il y a des zones minières où il est signalé la présence des exploitants miniers artisanaux. Et je crois que même pour le territoire de Walikale, il faut que toutes les dispositions soient prises, parce que s'il arrivait que l'M23 se retrouverait dans Walikale, ça sera difficile de le faire partir, parce que le M23 aura déjà trouvé un endroit où il peut s'approvisionner en armes et munitions à la suite de toutes ces richesses qui se trouvent être dans le Walikale. Et donc c'est à éviter. En tout cas, c'est à éviter, honorable. Alors, nous allons parler là de votre point de vue actuellement, comme tous les autres Congolais qui pensent que cette guerre a autant duré. Vous avez évoqué 30 ans, un anniversaire de 30 ans, un anniversaire douloureux de 30 ans, depuis que le Nord Kivu vous connaît des atrocités. Est-ce que vous pensez que 30 ans, c'est vraiment trop, que l'homme 23 vienne encore rajouter d'autres séries de massacres et de violations? On en a assez. Je crois l'avoir dit dans ces communiqués que j'ai rendus publics, que nous sommes présentement une génération sacrifiée. Parce qu'à 30 ans, on est adulte. Et on estime qu'à 30 ans, on aura déjà fini ses études. Évidemment. Primaire, secondaire et universitaire. On est même professeur à 30 ans. Oui. Mais voilà que 30 ans durant, nous sommes en conflit, en guerre. C'est qu'il y a toute une génération qui est sacrifiée. Et aujourd'hui,
Au lieu de trouver solution à nos problèmes, et finalement, il y a encore d'autres personnes qui pensent que c'est le début des conflits. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Une génération qui est sacrifiée depuis 30 ans, je crois que c'est assez. Et si les dirigeants avaient cette conscience-là qu'il y a déjà autant d'années que nous venons de parcourir, 3 décennies diront que nous sommes en conflit, en guerre, il y a des violations des droits humains, il y a des viols, il y a des déplacements massifs des populations, c'est que si les autorités avaient cette conscience-là, c'est qu'on allait mettre fin à cette équation. Mais malheureusement, on ne sent pas cet engagement des dirigeants actuels de nous dire que nous devons mettre fin à cette situation que nous vivons. Alors, honorable député, si vous devriez faire une proposition actuellement, ou vous devriez proposer un plan stratégique, il faudrait partir alors des causes d'abord et les conséquences pour arriver aux pistes de solutions. Selon vous, depuis 30 ans, quelles sont les causes majeures de cette insécurité imposée à la partie orientale de la RDC? Quelles en sont les conséquences, même si nous en savons déjà certaines, et quelles sont les pistes de solutions que vous avez? Depuis 30 ans, j'ai signalé dans ces communiqués que tout part d'un toto dans le territoire de Walikale, où il y a conflit interethnique. L'État n'a pas été en mesure de gérer ces conflits interethniques. Ces conflits interethniques étaient basés sur la gestion de la terre. Et aujourd'hui, dans la plupart des situations, vous trouvez que les gens se disputent autour des terres. Donc c'est le premier aspect. Comment est-ce l'État congolais gère la terre? Est-ce la terre qui t'appartient te revient? Si ces conflits arrivaient auprès des instances judiciaires, est-ce qu'on va faire droit à votre réclamation? Que donc l'aspect juridique judiciaire pose problème. L'accès à la terre, un souci. L'accès aux ressources naturelles, particulièrement les minéraux. Mais comment est-ce que nous gérons les secteurs des mines? Parce que les secteurs des mines engendrent aussi des conflits. Vous avez suivi sur Rubaya, il y a 3 ans passés, autant de conflits qui ont été enregistrés sur le site de Rubaya. Mais combien de solutions nous avons apportées aux conflits miniers sur le site de Rubaya? Et finalement, c'est arrivé à un niveau où on a cru que c'était aussi un conflit interethnique sur le site de Rubaya, entre Hutu et Tutsi, qui se disputent la propriété de Rubaya. Mais quelle solution nous avons trouvée à ces conflits miniers? Que donc, je parle de l'accès à la terre, je parle des conflits liés à la gestion des minéraux dans la province du Nord Kivu, et aussi un autre conflit d'ordre identitaire. Voilà. C'est là qui se disent être congolais, qui sont reconnus comme congolais. Et la nationalité, c'est un lien d'attachement à un État. Lorsque vous êtes reconnu comme congolais, honorable Prince Kiangi, congolais, je dois prouver que réellement je le suis. Et que j'ai un attachement, que je prouve à la face de tout le monde que j'ai un attachement sérieux à la RDC. À la RDC. Je ne dois pas être soupçonné de croire que, bon, il se dit être congolais, mais en même temps, il a des intérêts. Apparemment, il a d'autres intérêts autres que ceux du Congo. Voilà. Que donc, nous avons cette obligation d'attester et de prouver réellement que nous sommes congolais de la RDC. Que donc, l'aspect identitaire. Et il arrive que dans certains coins, d'autres membres de groupes ethniques ne se font pas accepter facilement. C'est déjà un autre souci. Si vous vivez dans un milieu et que dans ce milieu, on ne vous reconnaît pas comme étant originaire de ce milieu, ça pose un conflit d'ordre identitaire. Et donc ça fait le troisième problème. J'ai un petit commentaire sur le troisième aspect parce que c'est trop fréquent actuellement au Nord Kivu. Il y a le M23 qui avait annoncé, qui avait déclaré qu'il y avait des déplacés congolais au Rwanda aujourd'hui, des Tutsis qui doivent rentrer en RDC. Mais est-ce que ces populations-là connaissent d'où est-ce qu'ils sont venus? Sinon, est-ce qu'il y a à réclamer? Si vous êtes venu d'un milieu et que vous devriez retourner, vous devez retourner directement. Vous avez quel commentaire en abordant ce point face à cette déclaration-là de ces déplacés, de ces présumés déplacés et à cette casquette génocidaire ou communautaire que le M23 avait donnée à cette guerre quand ils disent que les Tutsis sont assassinés en RDC, les Tutsis congolais? Est-ce que c'est dans le cadre de cet aspect identitaire dont vous parlez? Je dois considérer ça comme un fonds de commerce pour certaines personnes. Parce que déjà en 2009, au niveau du programme Starek, parce que j'étais expert au programme Starek, on commençait les premières discussions sur le retour des déplacés et des réfugiés. Mais depuis toutes ces années, je n'ai jamais vu l'État congolais dire que je suis contre tout retour de tout déplacé et de tout réfugié. Il n'a jamais été refusé à quelqu'un de retourner dans son village natal ou son village d'origine. Si du moins il existe ce village-là. Nous, écoutez, pour la petite expérience, nous en 2001,
quand le volcan Nyiragongo est entré en éruption. Là, c'est en 2002. Vite, en 2002, vite, nous sommes partis au Rwanda. Mais un jour après, est-ce que nous avons attendu que l'on nous dise il faut retourner chez vous? Non, non, moi-même, j'étais là. Nous sommes rentrés sans que la communauté internationale soit au courant de ce que nous voulons faire. Oui, parce que nous sommes rentrés chez nous. Voilà. Et même de déplacer, des gens qui se sont déplacés, on refuse à personne de rentrer chez lui. Ouais. Personne. Même ceux qui sont partis à l'extérieur du pays. N'est-ce pas que, par exemple, pour le territoire de Beni, il y a des gens qui sont partis en Ouganda, mais qui, toutes les fois que l'on désire rentrer chez soi, les gens rentrent. Et ça ne pose aucun problème. Ça ne pose pas. Il n'y a pas de groupe armé qui est créé pour réclamer ses retours. Et toute personne congolaise se trouvant au Kenya, se trouvant au Rwanda, se trouvant au Burundi, se trouvant en Ouganda, elle est libre de retourner dans son village natal. On refuse à personne. Et nous, déjà en 2009, au niveau du programme SAREC, on avait reconnu que toute personne qui veut rentrer chez soi est libre de pouvoir rentrer. Et donc, ce n'est pas un groupe armé qui doit dire « je prends les armes parce que je voudrais que tel groupe puisse retourner ». Parce qu'on refuse à personne de rentrer dans son village. Et donc, c'est un alibi, c'est un fonds de commerce qui est utilisé, mais sinon, ce n'est pas une raison. On refuse à personne de rentrer chez soi. Et ça, je crois... J'ai suivi certains officiers qui se disent être venus des FARDC qui ont fait défection pour intégrer l'M23 qui se disent mais bon, moi j'ai quitté les FARDC parce que nous sommes discriminés, les membres de notre communauté, quand je vais défendre ma communauté on m'empêche. Mais vous êtes un officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous n'y êtes pas pour protéger votre communauté. Quand il y a un problème qui touche à un membre de votre communauté, vous dites je devais sauvegarder, je devais protéger les membres de nos... Non, non. Puis la RDC compte 450 ethnies. Ça, c'est quelle armée? 450 ethnies. Un militaire de la RDC. Vous n'êtes pas un militaire pour votre communauté, voilà. Pour votre membre de la communauté. Et ça, c'est déjà un problème au sein de vos armées de la République. S'il y a déjà des officiers qui pensent que je suis officier pour protéger les membres de ma communauté. Ça, c'est un problème identitaire dont vous avez parlé. Vous pouvez continuer cette allocution maintenant. Voilà. Que donc, cette question identitaire, les gens qui sont d'un milieu et qui disent que nous ne sommes pas acceptés dans ce milieu-là. Mais si vous êtes convaincu que c'est votre milieu, pourquoi vous faire des soucis? Moi, je suis à Walikale. S'il y a des gens qui disent non, il n'est pas de Walikale, je ne vais pas en faire un souci. Je vis chez moi et je vais attendre voir celui qui viendra me dire tu n'es pas d'ici et tu dois quitter. Mais si l'État congolais n'est pas aussi efficace, s'il y a des petits soucis entre les membres de la communauté et que l'État congolais ne sait pas s'imposer pour dire désormais vous êtes tous congolais et vous devez cohabiter parce que vous êtes congolais, que donc l'absence de l'autorité de l'État pose aussi problème. Parce qu'il y a, s'il y a des citoyens qui ne s'entendent pas et que nous avons des dirigeants, nous avons l'État qui est présent, nous avons toutes les institutions de la République pour gérer, résoudre les problèmes qui divisent les membres de la communauté et que vous, comme État, vous n'êtes pas en mesure, c'est que vous avez défailli. Vous avez failli à votre mission et les conséquences sont connues. Voilà. Que donc, problème de gouvernance, ça se pose. Il y a des gens qui ont des droits, mais lesquels droits ne sont pas protégés, sauvegardés par l'État congolais. Et finalement, on peut vite être tenté de croire que je dois assurer ma protection à moi seul. Parce que l'État a failli à sa mission. Et donc, il faut que l'État congolais soit en mesure d'assumer toutes ses responsabilités. Parce que si les pères dans la maison ne savent pas protéger les droits des uns et des autres, chacun des enfants va croire que lui-même doit protéger ses droits. Et finalement, ça va devenir une jungle. Et parmi les conséquences, il y a cet activisme des groupes armés. Malheureusement, ces conditions sont capitalisées par certaines personnes de mauvaise foi qui constatent qu'au sein de la communauté, il y a des soucis, il y a des préoccupations, il y a des lamentations. Ils se servent de ces soucis-là. Ils se servent de ces lamentations. Ils récupèrent ces lamentations pour en faire un fonds de commerce. Ils se disent, si nous récupérons ces pleurs, ces lamentations, nous serons écoutés. Et je crois que ça, c'est une récupération, bien 23, qui dit, bon, nous défendons les droits d'une communauté. C'est déjà une discrimination. Parce que si un 23, vous venez, vous dites que nous voulons protéger une quelconque communauté, donc contre les autres communautés, là, vous ne méritez pas aussi. Que donc, vous n'apportez pas solution au problème que nous vivons. Parce que vous amenez encore la même situation, défendre les uns contre les autres. Mais si vous êtes sincère, et si réellement vous défendez le peuple congolais, vous devez défendre le peuple congolais. Mais imaginez si vous êtes à Kichiché. Le peuple pour lequel vous avez pris les armes, vous les massacrez. Pour qui vous avez pris les armes?
Donc pour vos propres intérêts, ce n'est pas pour les intérêts du peuple congolais. Et à Bambo, il y a 2 personnes qui ont été exécutées à la machette hier par le... Ce n'est pas seulement là. Même nous suivons la situation entre Kichanga, Mweso, jusqu'ici. Il y a des situations... Beaucoup d'exécutions sommaires. Des exécutions sommaires qui sont identifiées, qui sont rapportées. Et là, vous n'allez pas dire que nous venons pour libérer ce peuple. Mais vous venez pour massacrer ce peuple. C'est pourquoi le peuple congolais ne peut pas accepter, bien que nous n'ayons rien dans nos mains pour nous défendre, mais nous disons non à toute idée de manipulation internationale, des manipulations régionales contre les droits et l'intégrité du territoire national de la RDC. Merci beaucoup, honorable. Quelques pistes de solutions face à cette problématique que vous venez d'évoquer. Il faut la restauration de l'autorité de l'État. C'est Kamere qui disait la refondation de l'État. L'aspect judiciaire. Comment les instances judiciaires gèrent les problèmes qui sont présentés devant elles? Est-ce toutes les fois qu'il y a des soucis, qu'il y a des citoyens qui viennent auprès des juges, est-ce que les juges disent le droit? C'est déjà un souci. Dans le secteur de mines, est-ce que les minéraux qui sont exploités dans ces pays servent ou contribuent au développement, l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais? Lorsqu'il y a des problèmes d'accès à la terre, est-ce que l'État congolais est en mesure ou l'État congolais sait résoudre les problèmes liés à l'accès à la terre? Et c'est l'ensemble des solutions à tous ces problèmes qui apportent la paix. Et s'il y a des gens qui se disent ne pas être bien intégrés dans la communauté, ils ont leurs droits. Si l'État congolais sait remettre chacun dans ses droits, c'est déjà ça la solution. Mais enfin, pour la force régionale, je crois que jusque-là, son travail n'est pas appréciable. Et si l'EAC ou cette force régionale ne peut pas apporter solution à cette crise, comme l'a si bien dit le président de l'Assemblée nationale, il dit si les forces régionales de l'EAC ne nous aident pas à protéger les limites nationales, nous allons devoir demander au chef de l'État de prendre les dispositions. C'est dire autrement qu'il faudra décider du départ de cette force si elle n'est pas utile à la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons terminer par l'aspect humanitaire, monsieur le député. Aujourd'hui, la route Goma, Rutshuru, Butembo, Beni est coupée. La route Goma-Kichanga également. Il ne reste que la route Goma-Massissi où il y a aussi des mouvements de déplacement à Mouchaki notamment. Donc c'est cette route qui va jusqu'à Walikale. Beaucoup de déplacés actuellement en ville de Goma. Il y a eu exode, des gens qui viennent des sacs notamment. Aujourd'hui, c'est presque chaque famille qui accueille des déplacés. Vous avez quelle proposition, quelle demande ou quel plaidoyer aujourd'hui à faire auprès du gouvernement congolais? Le souci encore le plus important, c'est de constater qu'il y a eu un convoi qui voulait se rendre à Mweso pour assister les déplacés à Mweso, mais un groupe de gens a empêché que ce convoi puisse traverser Saké. C'est déjà un souci. Que donc toutes ces populations qui sont... Ça doit être un convoi de la MONUSCO alors. Oui, des humanitaires convoyés par des casques bleus de la MONUSCO. Il y a eu des échauffourées sur les trajectoires. Et après le drame de Munigi. De Munigi. Ouais. Ça, c'est déjà un souci. Parce que nous pouvons croire que nous défendons notre pays contre un groupe de gens, mais dans l'entretemps, par notre action, nous amenons d'autres personnes à la mort. Et donc, s'il y a des déplacés qui sont dans les besoins et qu'il y a des convois des humanitaires, mais si nous avons des craintes, nous pouvons faire partie de ces convois-là pour nous rassurer qu'il n'y a rien à craindre. Mais sinon, il y a déjà des déplacés qui sont dans les besoins. Depuis que ça a commencé, on n'est jamais venu à l'assistance à toutes ces personnes-là qui sont éparpillées dans des camps, dans des familles d'accueil. Donc il y a ce besoin, il y a cette nécessité aujourd'hui de venir en aide à tous ces déplacés qui sont sur l'axe Kichanga jusqu'à Mweso. Jusqu'à Mweso. Donc il y a ce besoin et il faudra que l'État congolais, encore une fois, parce que c'est lui la solution, il faudra que l'État congolais vienne en aide à toutes ces populations déplacées. Ce n'est pas seulement sur cet axe, mais sur l'autre axe aussi. Des populations qui sont venues de Bunagana jusqu'aujourd'hui se retrouvent à Kanyaruchinya. À Kanyaruchinya, on a compté autant de morts, autant de malades jusqu'aujourd'hui. Pareil aussi pour cet axe. Aujourd'hui, à Minova aussi, et Goma, il y a beaucoup de déplacés venus de Sac. Des personnes aussi qui sont partis jusqu'à Minova. Ce sont des populations de la province du Nord Kivu. Nous devons aussi savoir comment aller à la rescousse de toutes ces personnes qui sont parties jusqu'à Minova. Sans parler des personnes qui sont à Sac ici, jusqu'à Goma. Donc, Mubambiro, Sac, jusqu'à Mweso, il y a des déplacés. Jusqu'à Pinga même, dans le territoire de Walikale, il y a des déplacés. Il faut que l'État congolais imagine les conditions dans lesquelles il faudra venir en aide à toutes ces personnes déplacées. Mais aussi, je dois demander à nos compatriotes,
Parce que si on empêche à ces convois humanitaires d'avoir accès à ces personnes, nous serons aussi responsables de ce qui arriverait à toutes ces personnes si quelque chose leur arrivait à la suite du manque de l'assistance humanitaire. Que donc nous devons être prêts à pouvoir faciliter cette circulation des humanitaires jusqu'à arriver au camp où il y a des personnes qui sont dans les besoins. Que donc c'est une demande que j'adresse à vous, Congolais, société civile, mouvement citoyen et notabilité de ces coins, faciliter qu'il y ait déplacement des humanitaires pour arriver à aider toutes ces personnes. Mais les déplacés disent toujours qu'ils ne réclament pas chaque fois des assistances humanitaires, mais la paix, le retour de la paix pour qu'ils rentrent chez eux et aller... Mais en attendant, vous acceptez de mourir parce que pour arriver à cette paix-là, il faut que vous soyez d'abord vivant aujourd'hui. Il faut accepter ces conditions-là, il faut les accepter. Et nous, ce qui nous préoccupe d'abord, nous, humanitaires, c'est de dire il faut venir en aide à toutes ces personnes. S'il y a des enfants qui peuvent mourir parce qu'il n'y a pas eu accès à ces déplacés-là, on n'aura pas bien agi. Que donc accepter d'abord que l'on vienne en aide à ces déplacés, mais dans l'entretemps, l'État congolais doit être en train de prendre des dispositions pour ramener la paix et d'une manière qui soit durable. Merci beaucoup, monsieur le député. Je rappelle que vous êtes élu des Walikale en province du Nord Kivu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, laissez-nous votre point de vue en commentaire au sujet de toute cette matière développée avec l'honorable Prince Kihangi, député élu des Walikale. Partagez la vidéo, laissez-nous un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester en alerte de toute la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.